Ils sont des dizaines de milliers du FBI à protéger le territoire américain, mais seuls quelques dizaines d'agents du FBI travaillent en infiltration. Mark Ruskin, franco-américain d'origine argentine, a connu la longévité très rare dans ce corps d'élite. Il a endossé des dizaines d'identités différentes pendant 20 ans. Bonsoir Mark Ruskin, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Le Caméléon, mémoire d'un agent du FBI. C'est aux éditions Hugo Doc. Être infiltré, ça veut dire quoi exactement? C'est s'inventer, se fabriquer un personnage et vivre dans sa peau, c'est ça? Oui, en principe, c'est inventer un personnage. L'idée, c'est d'infiltrer une organisation, de développer une identité, une fausse identité, pour pouvoir développer des relations et gagner la confiance. Ouais. Des cibles d'une enquête particulière qui est organisée, qui prend beaucoup de temps pour organiser, ouais. Et pour développer une identité dans laquelle les ciblés vont pouvoir développer des relations, ouais. Et éventuellement... Ouais, et obtenir des informations. Mais ça peut durer longtemps parce que être dans la dissimulation 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça peut le faire. Certains de ceux qui nous regardent le font peut-être. Mais est-ce que ça peut être long? Moi, j'ai travaillé des enquêtes qui ont duré 1 jour et j'ai travaillé des enquêtes qui ont duré 2 ans et demi avec des cinquantaines de cibles avec qui j'ai fait des transactions de criminels. Ouais. J'ai acheté des produits, des stupes, j'ai des armes de feu, des faux papiers, des faux monnaies. Mais 2 ans et demi, il faut avoir de la mémoire quand vous invitez un personnage, parce qu'en fait, il faut s'inventer une légende. Par exemple, si vous dites que vous n'avez pas de sœur, si un jour vous dites à quelqu'un de la Cosa Nostra que vous avez infiltré, tiens, ma sœur m'a appelé, là, ça chauffe. Oui, non, il faut bien comprendre son identité. Mais comment vous faites? Vous avez des fiches? Vous révisez? Non, mais c'est pas comme dans les cinémas, comme dans les films. Ouais. Dans les films, il y a le patron qui vient à l'infiltré, lui donne un portefeuille, il dit voilà votre nouvelle identité, ouais. Voilà la carte de sécurité sociale, le permis de conduire, et demain vous avez un rendez-vous avec le chef du groupe mafieux. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Au contraire, normalement, ça m'a pris plus ou moins 6 mois pour chaque enquête, juste pour développer l'identité. Et le personnage. Et le personnage. Alors, j'étudiais les cibles, leur culture, leur façon de s'habiller, de parler, leur langue, leur argot. Vous parlez combien de langues? Moi, je parle 3 langues et demie, je dirais. Je parle le français plus ou moins, l'anglais plus ou moins, l'espagnol assez bien et le chinois assez pour me débrouiller. Ouais. Mais quand vous avez infiltré Cosa Nostra, vous n'aviez pas besoin de parler l'italien? Non, parce que, justement, pour être actuellement un membre du Cosa Nostra, il faut être sicilien. Alors, quand on travaille dans une enquête d'infiltration avec un groupe mafieux, la Cosa Nostra, on se prétend pas... Moi, je ne peux pas prétendre d'être sicilien. Personne ne va me prendre pour sicilien. Ce que moi, j'ai dû faire, c'est trouver une façon de... quelque chose que leur intéresse au niveau de gagner de l'argent. Alors moi, j'étais Daniel Martinez. J'étais européen, argentin, quelqu'un qui vend des bijoux volés. Alors l'infiltration, c'était pour être un délinquant avec qui il pouvait gagner de l'argent. C'était pas pour faire semblant d'être un membre de l'organisation même. Ça, c'est impossible. Ouais. 2 ans et demi, l'enquête la plus longue, c'était quoi? Une des enquêtes qui a duré plus ou moins 2 ans et demi, c'était une enquête qui s'appelait Sunblock. C'était des stupes. J'ai acheté de l'héroïne d'un groupe de Chinois malaisiens qui importaient des quantités plutôt importantes de héroïne à travers le Canada jusqu'aux États-Unis. Et moi, j'ai fait semblant d'être mexicain. Mon oncle était le chef d'une cartel qui vendait du cocaïne. Et lui, il était vraiment un chef de cartel, mais il était en prison pour perpétuité. Et il travaillait avec le FBI pour essayer de baisser sa peine. Alors, la façon, ce que nous, on avait développé, lui et moi, c'est que moi, j'allais être son neveu qui contrôlait son organisation à l'extérieur de la prison. Et dans la prison, il y avait le chef malaisien qui vendait l'héroïne et eux, ils se arrangeaient pour que leur lieutenant vende de l'héroïne et que moi, j'achète des quantités importantes. Et c'était super intéressant. Ouais. Et quelle était la mission la plus risquée?
C'est celle-là ou c'est une autre? Il y en avait beaucoup qui étaient risqués. Mais vous avez eu peur? Vous avez peur parfois d'être démasqué? Pas de peur d'être démasqué, peur plutôt d'être tué. Mais vous êtes armé, vous? Vous étiez armé? Oui, j'étais toujours armé, sauf quand j'ai travaillé sur la bourse. J'ai travaillé une enquête. La première enquête d'infiltration, c'était sur Wall Street. Oui. Et dans cette enquête, je ne portais pas d'armes et je n'avais pas peur de... Mais sinon, est-ce que vous avez déjà commis des violences sur des personnes? Non, ça aussi, c'est plutôt du cinéma dans les films. Vu les dossiers que vous traitez, ça pourrait arriver, hein? Ça pourrait arriver où moi j'ai besoin d'utiliser une arme pour me défendre. Vous l'avez pas fait? Oui, une fois j'étais dans une fusillade, mais c'était à Buenos Aires, c'était en Argentine justement. Et ça, c'est une longue histoire. Je recommande qu'on lit le chapitre sur Buenos Aires dans mon livre. En fait, quand je dis oui, il faut lire le livre, bien entendu, sur Buenos Aires notamment, mais est-ce que vous avez déjà fait aussi des choses contre votre volonté? Vous parliez de drogue, par exemple, pour vous faire accepter de vous droguer ou C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Si on fait semblant d'être prêt à acheter la drogue ou quoi que ce soit de quelqu'un d'autre, on n'a pas l'impression d'être un flic. Et là, il vous fait confiance. Moi, j'avais demandé à un de ces Chinois, et lui, lui-même, il n'utilisait pas les stupes. Alors, si les vrais trafiquants de stupes n'utilisent pas, moi, j'avais non plus besoin. Et vous avez aussi fait tomber l'un des plus importants trafiquants de fausses monnaies aux États-Unis. Ça a duré combien de temps, ça? Cette enquête a duré presque 3 ans. Il y avait une cinquantaine de cibles. Donc, ils faisaient toutes sortes de différents crimes. Ils vendaient des faux documents, des faux permis de conduire, par exemple. Ils vendaient des armes, des pistolets. Ils vendaient de la drogue et aussi du faux monnaie, des billets de $50 qui étaient fabriqués dans un sous-sol quelque part. Et vous ressentiez quoi de le faire tomber? Vous étiez fier? Dans ce cas particulier, moi j'étais avec ma copine Alicia, qui était agente du FBI aussi infiltrée et qui servait comme ma protection juste à côté de moi. Pas vraiment fier, juste content d'être débarrassé de ce type, parce que lui, il était vraiment un loupard dangereux. Mission accomplie pour vous. Alors, si on vous reçoit, c'est pour parler, bien entendu, de ce corps d'élite méconnu. Mais tout de même, le FBI, c'est vrai que c'est souvent reconnu avec un certain prestige, le Bureau fédéral d'investigation. Mais il y a quand même eu, le 11 septembre, il y a eu Oklahoma City avant, un bâtiment fédéral aussi attaqué. Est-ce que là, ce sont les deux plus gros échecs, diriez-vous, de l'organisation? On voit ce bâtiment éventré, hein, ça c'est 1995, il me semble, Oklahoma City, bâtiment fédéral. Pourquoi le FBI ne voit pas venir ça, ne voit pas venir le 11 septembre? Il n'y a pas de risque zéro, sans doute. Mais... Une chose qu'il faut réaliser, il n'y a pas beaucoup de... Hoover, à cause de Hoover, la réputation du FBI, c'est de tout connaître et tout voir. Mais la réalité, c'est plutôt que... Juste pour vous donner un peu de perspective, la police de la ville de New York a 40 000 policiers pour une ville. Le FBI a 10 000 agents du FBI pour un pays de 350 millions de personnes. Alors c'est impossible d'avoir des yeux et des oreilles partout. On fait ce qu'on peut, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais le Capitole, quand même, le Capitole, le cœur du pouvoir américain, envahi sous les yeux écarquillés du monde entier, le cœur de la démocratie américaine. Ça aussi, le FBI ne l'a pas vu. On a du mal à croire que le FBI n'a pas infiltré, notamment par exemple QAnon ou les Trumpistes. Oui. Mais justement, jusqu'à un certain point, on peut infiltrer, mais il y a des indicateurs, des informations qui viennent de toutes directions. Et il y avait eu des avertissements d'ailleurs, il me semble aussi quand même. Hein. Mais justement, il y a toujours des avertissements. Il faut évaluer et voir si c'est la probabilité que ça passe à l'acte. Et il faut aussi pas oublier qu'il y a beaucoup d'attaques qui n'ont pas eu lieu, que vous ne connaissez pas et qui ne sont pas connues. Parce que... Il y avait une tactique, je crois, propre au FBI, dites-moi si je me trompe, c'est par exemple de fricoter avec un potentiel terroriste, de lui livrer y compris la bombe et d'aller le cueillir et l'arrêter le jour où il va poser la bombe, notamment sur le terrorisme, ça c'est vrai?
Bien, ce n'est pas vraiment des agents du FBI. Ça, c'est plutôt des indicateurs qui travaillent pour le FBI, qui sont payés pour leurs informations, qui ont un peu, peut-être, on a l'impression, après les tours ont tombé et le FBI a commencé sérieusement à chercher des terroristes, il y a des indicateurs qui ont profité un peu de la situation pour, justement, inventer des actes, des plans et après qu'ils ont inventé plus ou moins, ils ont dit ce serait peut-être pas une mauvaise idée de faire sauter ça ou ça ou ça. Est-ce que le FBI peut être infiltré? Je crois que c'est ce qu'on appelle la subversion. Infiltré par exemple par... non, c'est l'inverse. Est-ce que par exemple quelqu'un du FBI peut être par exemple pro-Trump et QAnon, sans faire l'amalgame entre les pro-Trump et les QAnon, pas forcément, et justement faire de l'entrisme et être présent au FBI? Mais, pour devenir agent du FBI, il y a une enquête énorme sur l'individuel qui a postulé. Au départ ou continuellement? Au départ. Oui, au départ. Alors, normalement, quelqu'un qui a des idées un peu bizarres ou qui est lié à des groupes mafieux, des groupes terroristes, que ce qu'ils sont terroristes étrangers ou terrorisme domestique ou mafieux, des groupes mafieux, quand il y a l'enquête, avant qu'ils deviennent agents, on se rend compte et ils ne deviennent jamais agents. C'est possible que quelqu'un qui est agent devienne corrompu ou acheté et ça c'est arrivé. Il y a des agents du FBI qui sont en prison parce qu'ils ont commencé à vendre des drogues, ils sont devenus trop... Alors, combien d'affaires élucidées par les agents d'infiltration? Vous avez un chiffre? Élucidées? Oui, grâce aux infiltrés? Ça n'existe pas un chiffre. On ne peut pas savoir. En plus, l'utilisation de l'infiltration, des agents d'infiltration, c'est une technique de faire une enquête, une technique qui marche très très bien, mais qui prend beaucoup de ressources. Oui, c'est ça. Alors, juste une dernière question. Je vais être un peu dur. Il nous reste 10 secondes ou 15 secondes, mais il faut lire le livre pour le savoir. Mais une anecdote vraiment où vous êtes retrouvé dans une situation où vous dites là, ça va être très très dur pour moi. Ah oui, j'étais dans une situation... dans un petit bureau avec des Palestiniens qui travaillaient avec le Front National ou la... FPLP. C'est ça. Ouais. Et j'étais avec un autre agent du FBI qui avait très peu d'expérience dans l'infiltration. Il a paniqué. Et il n'a pas pu parler. Il a complètement perdu tout contrôle. Et il y avait 3 types, 2 vraiment des durs. Et là, l'histoire, c'est un peu compliqué. Il faut lire le livre parce que vous y revenez. Merci beaucoup, on est malheureusement pris par le temps. Merci Marc Ruskin. Non, merci à vous. Hugo Doc Édition, merci à vous. Le Caméléon.